dans quelle mesure les réseaux sociaux ont participé au développement de cette idéologie, de cette religion woke? Je pense que les réseaux sociaux ont un rôle tout à fait essentiel dans la diffusion de cette idéologie. Et je dirais même que sur certains points, ça colle, c'est-à-dire que c'est dans la même direction. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, effectivement, vous pouvez changer de genre par un simple clic. Vous dites « je suis homme, je suis femme », vous vivez dans un monde virtuel. Et cette idée notamment de virtualisation du corps, le corps n'existe pas, n'existe que des consciences, c'est tout ce qu'on appelle le métaverse. C'est-à-dire qu'on va là-dedans. Et je pense que moi, ce qui m'inquiète, ce serait juste un délire d'universitaire, ça irait, mais c'est un délire d'universitaire qui colle avec la tendance lourde des GAFAM, etc., vers une virtualisation du monde, le métaverse, etc. Avec surtout l'idée qu'on ne peut pas se sortir de la communauté à laquelle on appartient. C'est une sorte de tribalisme, c'est une pensée tribale, c'est-à-dire qu'on doit être, si on est noir, on est toujours une victime, et si on est blanc, on est toujours un raciste, par exemple. Si on enseigne ça, là aussi, à des enfants à l'école, c'est une catastrophe. Et ceux qui protestent le plus contre cela, aux États-Unis notamment, ce sont souvent, par exemple, les parents noirs ou immigrés qui n'acceptent pas que l'on ait un espèce de fatalisme, un déterminisme comme ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien... ça dépend. C'est-à-dire que le racisme, c'est pas quelque chose qui est inhérent aux Blancs, et la victimisation, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent aux autres... origines, si je puis dire. Bonjour Jean-François Bronstein. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie contemporaine à l'Université Paris 1, spécialiste d'épistémologie, c'est l'histoire des sciences, et vous êtes l'auteur de ce livre, La religion woke, qui vient de paraître aux éditions Grasset. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que le woke est en train de gagner peu à peu l'univers des médias. Pour commencer, une définition. Qu'est-ce que le woke? On dit également le wokisme. C'est un mot qui vient du vocabulaire américain. Oui, c'est un mot qui vient du vocabulaire noir américain. Ça veut dire éveiller. Éveiller à la conscience, à la justice sociale. Wake up, se réveiller. Wake up, voilà. Stay woke, c'est le slogan de Black Lives Matter. C'est devenu un mot d'ordre de ce courant et qui permet de désigner ces nouvelles idées qui submergent effectivement la France, que ce soit la théorie du genre, l'idée que le corps n'existe pas et que ce qui est essentiel, c'est le genre, ou que ce soit la théorie critique de la race, c'est-à-dire l'idée que si on veut être antiraciste, il faut parler tout le temps de race, il ne faut voir que la race partout. Ce sont des idées qui semblent assez folles, qui viennent des universités. Des universités américaines. Américaines, mais qui sont répandues maintenant très largement dans les universités françaises aussi, notamment en lettres et sciences humaines. Si j'appelle ça une religion, c'est que les amateurs de ces doctrines sont complètement enthousiastes, ce sont des prosélytes enthousiastes, ils sont extrêmement sectaires, ils n'acceptent pas le débat, ils ne veulent pas discuter avec qui que ce soit, et effectivement, ils essaient d'imposer cette doctrine qui a d'autres aspects qui sont moins connus, mais qui sont beaucoup plus graves d'une certaine manière, c'est-à-dire une théorie de la connaissance, une théorie de la vérité. Ils pensent qu'il n'y a pas de vérité possible, il n'y a pas de science possible. La science occidentale doit tomber, comme disent certains d'entre eux, parce qu'elle aurait participé à l'esclavagisme, au colonialisme, au racisme, au virilisme. Et on voit des professeurs de mathématiques dire aux États-Unis, se plaindre de ce qu'ils sont empêchés de travailler parce que les mathématiques seraient racistes et virilistes. Les mathématiques, c'est la science la plus pure, la plus désintéressée, la plus abstraite qui soit. Et on leur interdit de pratiquer des mathématiques comme on le faisait auparavant. Pour avoir un peu suivi ce dossier, le reproche qui est fait aux mathématiques, c'était une science d'homme blanc. Voilà, c'est une science d'homme blanc. Alors ce qui est très étonnant, c'est que... Mais par quoi les remplacer? Parce que si on considère que les lois physiques sont fausses... Par les savoirs autochtones, ce qu'on appelle les savoirs autochtones. C'est-à-dire, par exemple, en Nouvelle-Zélande, on propose de remplacer la science ou de mettre sur le même plan la science occidentale et les récits mythiques des Maoris, qui sont des récits superbes, mais qui ne sont pas des récits scientifiques. Là, on parle de littérature, mais puisqu'on parle de science, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Par quoi remplace-t-on le portable? Parce que sans mathématiques, sans physique, le portable ne fonctionne pas. Le GPS fonctionne avec les équations d'Einstein, qui était un homme blanc. Donc, il n'y a plus de GPS. Par quoi? Je le reproche pas, je fais pas de l'ironie. Par quoi le remplace-t-il? Par le sentiment. On communiquera par le sentiment, par la télépathie ou autre. Si on lit les livres de Sandrine Rousseau, par exemple, il y a l'idée que le sentiment, c'est beaucoup mieux que la raison. Et effectivement, le problème, ou autre exemple de Sandrine Rousseau, elle dit « Je préfère les sorcières qui jettent des sorts plutôt que les gens qui construisent des EPR ». Donc, effectivement, elle dit « Bon, tant pis pour les EPR, on va s'occuper avec les sorcières ». Ça a l'air complètement délirant, mais c'est ce que dit quelqu'un qui est maître de conférence d'économie. Donc, c'est très évidemment
évidemment, ça va pas aller très. On peut se dire, ça va pas aller très loin. Mais c'est pas une religion comme les Mormons. Je reste sur mon parallèle. Les Mormons qui ne veulent pas de moteur à explosion continuent à rouler avec des charrettes à bras ou alors tirés par des chevaux. C'est une religion plus cohérente. Les profs de fac wokistes que vous appelez les turiféraires de cette religion, ils n'ont pas posé leur portable, ils n'ont pas posé leur photocopieuse. C'est la principale objection qu'on peut leur faire, effectivement. Mais ils n'hésitent pas, effectivement, à attaquer directement la science et la technique occidentale. Et ils pensent que les sorcières vont servir à maintenir cet Occident. C'est une catastrophe que dénoncent en particulier aujourd'hui les professeurs de sciences. C'est-à-dire que si ce n'était qu'une histoire pour littéraire ou autre, on se dirait, c'est une lubie parmi d'autres, il y en a eu beaucoup. Mais là, c'est une attaque directe, et je ne vais pas insister sur cette idée d'épistémologie qui est un peu compliquée, mais ils veulent démontrer que la science doit s'arrêter. Donc la science et la technique occidentale doivent disparaître. Oublions la science. En quoi considérez-vous que le woke est une religion ? C'est une religion parce que ça a un côté sectaire, c'est-à-dire que tout le monde est embrigadé dans ce groupe, et ils acceptent pas du tout de négocier, de discuter avec leurs adversaires. Il y a toute une série aussi de rites, notamment dans les origines américaines, des génuflexions, des lavements de pieds des Noirs, etc. À la suite de la mort de George Floyd, il y a eu toute une série de manifestations qui font beaucoup penser les auteurs américains. Ça leur rappelle beaucoup ce qu'on appelait les grands réveils protestants au XVIIIe et au XIXe siècle, où on essaie de se faire pardonner le mal. Et il y a vraiment l'idée chez eux, comme chez les puritains américains, que l'humanité est largement pécheresse. L'humanité doit se repentir de ses péchés. Le principal de ces péchés, l'équivalent du péché originel, c'est ce qu'ils appellent le privilège blanc. Privilège blanc, c'est le fait d'être blanc qui nous donne des droits supplémentaires, et ils veulent que l'on se repente de ce privilège blanc. Mais à la différence d'une religion comme le christianisme, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut, on peut juste être moins blanc. Donc c'est une religion très négative, et on le voit chez tous ces auteurs qui sont des auteurs extrêmement pessimiste finalement. Il n'y a pas du tout de monde radieux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vision de l'avenir, il n'y a pas de vision de la science qui se développe, d'une connaissance accrue. Il faut se repentir d'être blanc et aussi d'être un homme. Il y a aussi ce qu'ils appellent la masculinité toxique. Le fait d'être un homme, c'est quelque chose qu'il faut défaire. Voir encore Sandrine Rousseau, déconstruire, un homme déconstruit. Il faut des hommes déconstruits. Le problème, c'est que l'humanité fonctionne pas de cette manière. On a beaucoup parlé du métaverse ici qui arrive. C'est en gros, pour schématiser l'Internet 3.0. Quel rapport entre le métaverse et le woke ? Dans le métaverse, vous changez de genre par un simple clic. Les woke pensent que vous pouvez, dans la réalité, changer de genre sur une simple décision. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même des corps, et il y a des gamins, justement, des adolescents qui se disent « puisque je peux changer de genre comme ça sur un simple clic, pourquoi je ne changerais pas de corps ?» Alors qu'effectivement, le problème, c'est que les corps existent et que la conscience ne suffit pas à fabriquer des corps. Il y a une espèce de mépris du corps qu'on retrouve, et c'est pour ça aussi que je parle de religion, dans certaines hérésies gnostiques en particulier, les hérésies chrétiennes, il y a l'idée que le corps c'est le mal et qu'il faut s'en débarrasser. Pour les théoriciens du genre, le corps c'est le mal et il faut s'en débarrasser, ou on en fait ce qu'on veut, je pense. Vous écrivez que les militants woke croient sincèrement qu'en corrigeant la langue, ils vont pouvoir transformer la réalité. Par exemple, ne plus employer le terme de femme pour désigner les personnes qui ont leurs règles, ne plus parler effectivement de lesbiennes parce que lesbienne c'est gênant, etc. Et donc il y a vraiment une critique. Ça fait longtemps. Pardonnez-moi, ça fait longtemps qu'on n'a plus le droit de dire les vieux, qu'il faut dire les seniors. On n'a même plus le droit de dire ici en province. Il faut dire en région. Oui. Même la province est devenue un gros mot. Oui. Alors là maintenant on ne peut plus dire les femmes dans le langage woke. Par exemple, une nouvelle juge de la Cour suprême américaine à qui on demandait de dire ce que c'est qu'une femme. Elle a dit je peux pas vous dire, je suis pas biologiste. Quand même, une femme, on sait à peu près ce que c'est. Mais pour les woke, si vous pensez qu'une femme c'est quelqu'un qui a des règles et qui peut être enceinte, c'est discriminant. En fait, on parle beaucoup de la transition énergétique. Aujourd'hui, c'est la transition du genre, c'est ça, transition médicale. Oui, c'est ça. Il y a deux thèses principales chez ces auteurs woke. Premièrement, il y a une thèse effectivement sur ce que c'est que l'homme, et l'homme pour eux, c'est des consciences. Et donc, si on a une conscience qui est dans un mauvais corps, on peut demander à changer de corps, alors qu'il faudrait mieux peut-être s'interroger sur la conscience qu'on a d'être dans un mauvais corps. Ça semblerait plus plausible. Oui. Mais si on dit ça, maintenant, c'est pénalisé. C'est-à-dire qu'il y a même une loi en France aussi qui fait que si on emmène un gamin qui se sent mal dans son
dans son sexe, dans sa peau. Oui. Si on l'amène chez un psy pour qu'il discute avec lui, qu'il essaie de l'améliorer sa situation, on peut pénalement inculper le psy pour comment on appelle ça, conversion de genre, thérapie de conversion de genre, ce qui est juste une absurdité. Donc il y a vraiment cette idée, et c'est une idée qui est effectivement qui doit être assez séduisante, parce que c'est l'idée qu'au fond on se libère même de son corps, c'est-à-dire de ce qui est le plus élémentaire chez nous. Et donc ça, c'est un point absolument essentiel, pas négociable. C'est le cœur, à mon avis, de la théorie du genre, parce que c'est le plus absurde, dirais-je, ou mystérieux, ou le plus magique. Excusez-moi, des êtres humains normalement constitués, enfin, je dis bien normalement constitués encore, ça ne se dit plus, mais comment peut-on admettre, quand on est père ou mère, ou parent, allez, disons parent ou parent 2, etc., qu'un gosse à 6, 7 ans, 8 ans, qui a tout genre de fantasmes et tout genre de représentations et tout genre de caprices, dit moi je me sens une fille. Et à ce moment-là on dit ça marche, oui on va faire en sorte. Mais comment on peut avoir ça? C'est là que c'est gravissime, parce qu'effectivement je pense que les parents normaux comprennent bien que ce n'est pas possible. Mais il y a tout un mouvement militant qui est très présent dans les écoles, qui explique, dans les écoles américaines, mais ça commence à arriver dans les écoles françaises, il y a plein d'exemples. On enseigne aux enfants à 5 ans, ton genre, c'est toi qui vas le choisir. On imagine la perplexité du gamin. On leur enseigne déjà ça dans toutes sortes de formations. Ouais. La formation dont on parle, qui va arriver sur les stéréotypes de genre, ça veut dire le genre est au choix, il faut mettre en question, il faut déconstruire le genre, détricoter le genre. Et on leur dit ça à 5 ans. On leur dit ça à 5 ans. Vous imaginez la catastrophe. Mais le problème, c'est qu'ensuite, aux États-Unis et aussi en France, il y a des syndicats d'enseignants qui disent très bien, il faut aider les enfants à changer de genre à l'école, et surtout ne pas prévenir les parents. Alors pour l'instant, en France, il n'y a que Sud Éducation, je les cite parce que c'est vraiment c'est très grave. Ils veulent absolument qu'on ne prévienne pas les parents. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui entre à l'école normale, enfin normal, bien dans sa peau, bien dans son corps. À force de cours là-dessus, de militantisme sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a effectivement un énorme buzz autour de ces questions. Donc si vous dites je suis transgenre, vous avez tout de suite 10 000 amis en plus sur les divers réseaux sociaux. Donc les gamins entrent dans ce truc-là. Et on voit qu'il y a des parents qui résistent à ça, mais très difficilement, parce qu'ils sont stigmatisés, les médecins sont terrorisés, beaucoup de médecins sont terrorisés, et donc ils n'osent pas. Ils n'osent pas, non, c'est très compliqué, parce qu'en général, on leur dit si vous continuez, votre fils ou votre fille va se suicider. Donc vous préférez que ce soit un fils qui a changé de genre en vie ou un fils qui se suicide. Le parent, en général, répond, c'est facile à dire. Mais il y a vraiment ce que les Suédois qui ont arrêté ça, qui arrêtent ça, appellent le transtrain, le train trans. Une fois qu'on est entré dans cette histoire-là, on a le plus grand mal à en sortir. Et c'est une catastrophe pour les parents et pour les enfants. Il n'y a pas de contre-pouvoir, là ? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir, parce que ce sont des militants aguerris qui prennent le contrôle des institutions, des universités, des associations, etc. Et en plus, ils donnent l'impression d'être modernes. D'une certaine manière, ils se présentent sous des atours on lutte contre les discriminations, on lutte contre le racisme, alors que c'est tout le contraire. Par exemple, sur le racisme, leur lutte contre le racisme, c'est dire tout le monde est raciste et tous les blancs sont racistes, tous les noirs sont des victimes, etc. Et surtout quand on leur dit moi je m'en moque si vous êtes blanc, noir ou jaune, ça c'est la pire insulte raciste, alors que c'est pourtant ce que dit tout bon antiraciste. C'est-à-dire que moi je dis ça tout le temps, enfin c'est ce que j'ai dans la tête, je ne regarde pas la couleur de peau. Et si vous ne regardez pas la couleur de peau, ça veut dire que vous êtes raciste, parce qu'il faudrait que chaque fois que vous voyez une personne de couleur, vous discriminiez en sa faveur. Pour en finir avec la discrimination, il faut plus de discrimination. Et ça a gagné un certain nombre de couches sociales, de décideurs, etc. C'est pour ça qu'effectivement, je dis, on vit tous dans les universités. C'est-à-dire que les élites, entre guillemets, actuelles, sont formées dans ces universités. Les GAFAM, les grandes entreprises, la presse, les médias, presque tous, etc., sont dans ce fonctionnement. Et effectivement, il n'y a pas du tout en plus, ça colle bien, parce que par exemple, cette histoire de genre au choix, c'est dans le monde virtuel, les gens sont au choix. Et les gens qui travaillent avec des algorithmes derrière des ordinateurs, au fond, la réalité, ils ont perdu le contact avec la réalité. Et moi, il me semble que la seule résistance pourra venir justement des hommes
ordinaires, comme disait Orwell, des gens qui de la décence commune. Voilà, la décence commune, effectivement. Ouais. Et on le voit très bien aux États-Unis, où le seul signe d'espoir que je vois, c'est qu'effectivement, dans plusieurs États, où par exemple en Virginie, où le gouverneur est en général démocrate, ils ont élu un gouverneur républicain juste sur le fait: n'enseignez plus à mon enfant la théorie critique de la race, c'est-à-dire qu'il est une victime ou un raciste. N'enseignez plus le genre, que le genre est au choix. Et sur ce genre de questions, il y a de nouvelles majorités qui se dégagent. Ouais. Je pense que on le voit en Amérique. Voilà, en Amérique, c'est très clair. Ron DeSantis et ses déclarations, le gouverneur de Floride, par exemple, et peut-être présidentiable autour de ces questions, parce qu'il a pris de directement en face Disney, qui fait d'une propagande délirante autour de ces questions. Est-ce que vous diriez je parle au professeur d'université, au professeur de la Sorbonne, Jean-François Bernstein, que au fond, on assiste avec le woke, ce dont on assistait avec le marxisme-léninisme, le communisme dans les années 50-60. C'est-à-dire que, sans du tout comparaison n'est pas raison, mais je veux dire qu'il y avait une doxa, qui était une doxa d'une gauche révolutionnaire, effectivement, qu'on a tous connue, et que si vous n'étiez pas avec ce doxa, vous étiez une hyène dactylographe et un hitléro-trotskiste. Hein. Bon, aujourd'hui, est-ce que c'est pas à chaque fois qu'une idéologie dominante, en tout cas qui essaye d'être dominante arrive, au fond, on est en état de sidération, en tout cas un certain nombre d'hommes et de femmes qui devraient réagir, deviennent en état de sidération, oulala, je vais passer pour une réac, donc je le fais pas. Est-ce que c'est ça? Ça y ressemble à certains égards, sauf que, avec le communisme, il y avait quelquefois des anticommunistes. Donc il y avait deux camps, ce qui était un peu plus facile. Là, il y a personne en face, première différence. Et deuxième différence, moi, il y a beaucoup de témoignages, notamment d'anciens habitants des pays soviétiques, universitaires, en France comme aux États-Unis, qui disent: ça me rappelle exactement la montée du communisme. Empire, parce que c'est ce que dit Kleinerman, un très grand mathématicien américain qui est d'origine roumaine. Il dit: au moins en Roumanie, j'étais tranquille en mathématiques. On me cassait pas les pieds sur les mathématiques. Alors que ici, on me dit: vous êtes raciste, vous êtes viriliste. Et il dit qu'il y a plein de mathématiciens qui quittent les États-Unis parce que ils n'ont pas de temps à perdre. Ah oui. Même des mathématiciens. Mais oui, c'est ça qui est extraordinaire. La discipline la plus pure, la plus abstraite, la plus élégante, la plus merveilleuse, ça devient un truc raciste et viriliste. Et donc la conséquence, c'est que certains militants disent: ah ben pour les Noirs, il faut pas enseigner les mathématiques parce que c'est de l'exactitude, c'est de la précision, de la démonstration. Il suffit de parler. C'est du racisme pur. Ah, c'est du racisme pur. C'est vraiment, c'est ça le racisme pur. Voilà, c'est le racisme pur. Et d'ailleurs, ce qui est très extraordinaire, c'est qu'aux États-Unis, les plus grands résistants à tout cela, ce sont des universitaires, des écrivains noirs américains qui n'admettent pas qu'on raconte à leurs fils qu'ils sont des victimes et que l'on enseigne des maths au rabais, c'est-à-dire des discussions sur le rôle néfaste des maths dans l'esclavage, etc. Ce qui est absurde. Quand vous êtes une victime, on ne va pas vous apprendre ce qu'après les oppresseurs. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a des choses que je cite dans le livre qui sont extraordinaires. Le musée de culture noire qui dit: la méchante, l'horrible culture blanche, c'est la précision, l'exactitude, le savoir, la rationalité. Sous-entendu, les Noirs, c'est le contraire. Alors après, ils ont fait marche arrière parce que beaucoup de gens disent: c'est le Ku Klux Klan, c'est exactement le Ku Klux Klan à l'envers. C'est une catastrophe. Le Ku Klux Klan serait ravi d'entendre les woke. Hein. Oui, mais mais d'ailleurs, il peut y avoir quelques corrélations entre les deux, parce qu'effectivement, pour eux, les Noirs ne méritent pas d'accéder à la musique classique et aux mathématiques, etc. Donc, on va leur faire un enseignement au rabais. Et c'est vraiment une idée c'est pas loin, ça arrive dans les classes où effectivement, il y a des profs, même dans des collèges français ou autres, qui disent: on va pas apprendre la musique classique, c'est un truc de blanc, on va pas apprendre la littérature grecque, c'était des esclavagistes, etc. Ils les effacent, même. Voilà, ils les effacent. Mais c'est assez curieux. On voit par exemple, il y a aux États-Unis un prof de lettres classiques très aimé, très connu, qui a décidé de ne plus les enseigner parce que c'était esclavagiste et viriliste, etc. Oui, mais même Aristote, Socrate, Platon. Aristote, oui, Aristote est un philosophe. Platon est un philosophe blanc. Il semblerait que quelqu'un enseigne ça à la Sorbonne. C'est magnifique. L'infini, vraiment, la connerie infinie. C'est vraiment ça. Alors, je vous écoute avec attention et je vous trouve très intéressant. Effectivement, on note ce glissement de pensée qui provient de cette mouvance woke. Mais quand on rentre dans le dur, on se rend compte aussi qu'il s'attaque à la jeunesse. Il s'attaque aux enfants et que on va se retrouver dans quelque temps avec une
génération d'enfants mutilés aussi bien physiquement qu'au niveau du cerveau. Et je me demande vraiment si on a une solution pour ça. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour empêcher ça? À part bien sûr faire preuve de courage, mais tout le monde va pas forcément pouvoir faire preuve de courage. Et quand ton enfant te dit qu'il va se suicider si on lui coupe pas les seins ou s'il fait pas une ablation de son utérus, c'est quoi la solution contre ça? Ouais, c'est une question extrêmement importante, Fabienne. Merci. C'est vrai que non, il n'y a pas que le courage, mais c'est vrai que on se demande d'ailleurs, Jean-François Brosselin a parlé, est-ce que ce ne sera pas les parents qui vont commencer à dire basta così, quoi? Parce qu'il y a un vrai problème. Oui, là. Je pense qu'il y a un vrai problème. On s'attaque aux enfants et ça devient. Moi, c'est pour ça en partie que j'ai écrit ce livre, parce que bon, si c'est resté dans les universités, pourquoi pas. Oui. Mais qu'on touche aux enfants, c'est un vrai problème. Je dirais il y a plusieurs choses. Il faut d'abord aussi se renseigner, c'est-à-dire que les choses sont très énigmatiques. Donc il y a une auteure américaine qui a eu un livre qui a été à un moment interdit sur Amazon, qui s'appelle Dommages irréversibles, d'Abigail Schreier, qui est traduit en français, que je vous conseille, qui est un livre Dommages irréversibles. Voilà, où on comprend ce qui se passe, on comprend très bien ce qui se passe, et elle donne au fond des pistes aussi pour que faire avec votre enfant? Quand est-ce qu'il faut s'alerter? Quand il y a à quoi vous voyez qu'une école va être dans ce courant-là? Et comment on sent les signes avant-coureurs, c'est ça. Et comment votre enfant, s'il vous dit ça ou ça ou ça, faut déjà réagir. Il faut réagir très vite. Et effectivement, elle dit d'ailleurs dans certains cas, elle raconte des histoires où les parents ont pris leurs enfants sous le bras et ils sont partis plus loin. C'est-à-dire que quelquefois, c'est ce qu'il faut faire. Alors je sais bien que c'est très compliqué. Mais par exemple, juste, Jean-François, c'est intéressant parce que ce que pose, c'est vrai, ma famille est très intéressante. Supposez que par exemple, moi, mon fils, ma petite fille, etc., voit ça. Est-ce qu'on peut se plaindre aujourd'hui à l'école? Ça servira à rien. Ça servira à rien. Ça veut dire que l'école est déjà convertie, si je puis dire. Il y a une pression énorme. Il y a toute une série de jeux pour faire en sorte que les enfants, dès très jeunes, choisissent leur genre, situent leur genre sur un petit bonhomme, un petit cheval, etc. Donc je pense que c'est trop tard. Si ça arrive déjà dans l'école, vous pouvez bien sûr vous plaindre, mais si vous êtes seul à vous plaindre, ça va pas marcher. Donc, ou alors vous essayez de contacter d'autres parents, mais souvent les associations de parents d'élèves ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ah là, vous dites que la loi a changé là-dessus? Oui, depuis l'année dernière, ou plutôt début d'année, la loi a changé. Nous avons aujourd'hui une loi qui protège les enfants homosexuels de thérapie de conversion, quand leurs parents les emmènent soit chez des marabouts ou autres religions sectaires pour les empêcher d'être homosexuels. La loi a intégré aussi la notion de genre, et donc si votre enfant vous demande de prendre des bloqueurs de puberté, des hormones, ou bien de transitionner, que vous vous y opposez, même ne serait-ce que de l'appeler par un prénom masculin quand il est une fille, vous risquez des poursuites en France aujourd'hui. La loi a passé. Oui. Je crois qu'il y a quand même des choses à faire. C'est-à-dire, il faut se renseigner, et il faut aussi trouver des psys qui ne sont pas, qui osent être des psys, c'est-à-dire qui essaient d'aider des enfants. Il y a encore. Oui, il y a cet observatoire de la petite sirène dont on parlait tout à l'heure, qui est une bonne référence, où on peut trouver des gens qui ont gardé leur bon sens, si je puis dire. Mais effectivement, il faut pas traîner, parce que c'est quelque chose d'extrêmement délétère, d'autant qu'il y a les réseaux sociaux derrière qui font pression. C'est-à-dire qu'il y a l'idée vraiment, ces jeunes disent je laisse tomber ma famille habituelle, je vais vers ma glitter family, c'est-à-dire ma famille avec des paillettes. Ma famille élue. Voilà, ma famille subie. Voilà. Et il y a des dizaines des milliers de gens qui vont dire bravo, vas-y, continue, etc. Donc c'est très délétère.